Il y a des rumeurs qu'un magicien pêche au lac Zarovitch avec des éclairs. Qui est réellement ce mage fou? Et comment exécuter cette rencontre pour que ce soit intéressant? Restez à l'écoute, je vous aide à rendre cette rencontre plus excitante et qu'elle ait plus de sens que ce qui se trouve dans le livre. Si vous êtes un joueur, je vous préviens qu'il y aura des spoilers de la malédiction de Strahd et que cette vidéo est destinée aux maîtres de jeu de la campagne. Commençons tout d'abord avec la version originale de la rencontre avec le mage fou tel qu'indiqué dans le livre. Lorsque les personnages traversent le lac Zarovitch et explorent le mont Baratok, ils vont croiser un élan qui se transforme devant eux en homme barbu et échevelé. Celui-ci aussitôt les attaque avec sa magie, croyant qu'ils sont des envoyés de Strahd. Ses paroles et ses actes devraient refléter la folie qui l'affecte pour donner un indice à vos joueurs qu'il n'est pas totalement sain d'esprit. Sa paranoïa doit être évidente. Si le combat se poursuit et que les personnages n'ont pas tenté de raisonner avec lui, le mage fuit alors qu'il lui reste moins de 50 points de vie. À tout moment, quelqu'un peut essayer de comprendre ce qui affecte le mage. Vous pouvez leur permettre de faire un jet d'arcane ou médecine d'un degré de difficulté de 18 et sur un succès, dites-leur qu'une magie puissante affecte son esprit. Aussi longtemps que le sort d'esprit impénétrable est actif, rien ne peut le soigner. Si un joueur essaie de le soigner avec de la magie, son sort échouera. Il pourra faire un jet de persuasion ou d'arcane afin de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Les personnages devront attendre que le sort d'esprit impénétrable prenne fin dans quelques heures pour pouvoir faire un sort de restauration supérieure. S'ils ont été assez patients pour se rendre jusque-là, alors le mage fou les invitera dans son somptueux manoir magique et leur fera don d'un charme d'héroïsme et révélera être Mordenkainen, un célèbre archimage du monde d'Oert. Mordenkainen refusera de se joindre à eux pour combattre Strahd, mais pourra leur partager son expérience contre lui et peut leur apprendre par exemple ses actions d'antre. Le mage partira seul en quête de son bâton et de son grimoire et n'aura aucune confiance envers le groupe. Libre à vous de décider si ces objets existent toujours et où ils sont. Le livre ne donne aucune information au sujet de ces objets, autre qu'ils sont perdus. Personnellement, je préfère laisser ça ici puisque Mordenkainen est très puissant et causera une ombre sur vos joueurs en étant beaucoup plus fort qu'eux. Son tempérament est celui d'un homme entêté et qui se croit supérieur. Il ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'il le fait, c'est de façon autoritaire et intelligente. S'il est l'allié destiné par le Taroka, il acceptera de les suivre pour le combat final seulement. Il n'a aucun intérêt à s'occuper des autres problèmes de la région. Mordenkainen est un personnage connu de D&D et j'ai vu à l'occasion des maîtres de jeu ne pas apprécier sa présence dans la campagne puisque ça n'a aucun sens qu'un être aussi puissant que lui ait échoué contre Strahd, qui n'est qu'un simple niveau de dangerosité de 15. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Certains le remplacent par Kazan, l'un des archimages qui a construit le château Ravenloft, ou par Viktor Valakovitch, dont le cercle de téléportation aurait mal viré dans le futur, et ce serait un Viktor du futur qui s'est retrouvé dans le passé. Si vos joueurs sont connaisseurs de l'histoire de D&D, ça peut soit les exciter de le rencontrer, ou au contraire, ils peuvent aussi trouver que ça n'a pas de sens. De mon côté, je le laisse tel quel, et je me contente de dire que Mordenkainen était trop confiant en lui-même et a sous-estimé le savoir de Strahd et ses alliés. Peut-être aussi que les sombres forces ont affaibli le mage, ce qui expliquerait son échec. Selon moi, le plus gros problème de cette rencontre, c'est la façon que ça arrive et son double état de folie. Rares sont les joueurs qui essaieront de parler après s'être fait lancer un sort en pleine gueule. Je vous conseille donc de changer cette approche. Le meilleur exemple que j'ai vu de comment le faire et démontrer sa folie provient de la campagne faite par Etugame. Le maître de jeu, Pierre-Louis, a personnifié le mage fou de façon à ce que les sorts qu'il lançait n'en étaient pas réellement. Comme par exemple, lorsqu'il lançait un cône de froid, il lançait à la place une boule de neige qui ne faisait rien. Un éclair était composé d'une bande élastique qu'il lançait sur le personnage. C'est une approche humoristique qui vient apporter une légèreté dans la campagne. Il est toujours bon d'avoir un tel petit moment pour laisser retomber le stress de toute l'horreur qui les entoure. Un autre moyen que j'ai vu est de faire les sorts, mais que ceux-ci ne se déroulent pas comme ils le devraient et sont inoffensifs. Comme par exemple, un cône de froid explose en une bombe de brillant. Et suite à cette démonstration, les personnages devront le convaincre qu'ils ne sont pas des espions de Strahd et ils seront invités dans son manoir s'il est convaincu.
Cette simple modification peut être suffisante pour l'approche, mais il reste toujours le problème du sort de restauration supérieure additionné au sort d'esprit impénétrable. Les joueurs n'auront probablement pas accès encore au sort de restauration, et si c'est le cas, la composante du sort est problématique. Avec les diamants inexistants en Barrevie, il ne reste donc plus que d'avoir recours à un PNJ. Madame Eva et l'abbé peuvent soigner le mage. Et si vous le désirez, Van Richten étant un clerc, peut aussi avoir accès à ce sort. Mais comme les joueurs, il ne possède pas de poussière de diamant. À moins que vous émettiez ce détail. Si vous aimez l'idée de faire appel à l'aide d'un PNJ, laissez ça ainsi. Mais si vous préférez aider vos joueurs en cette situation difficile, enlevez la folie qui doit être soignée avec un sort de restauration supérieure, gardez le sort d'esprit impénétrable, mais gardez aussi les effets de paranoïa de sa folie courante. Ils auront à attendre que l'effet de l'esprit impénétrable prenne fin pour discuter avec lui. Ce sont les modifications rapides que l'on peut faire pour mieux gérer cette rencontre. Si vous suivez ma propre campagne des Brumes de Ravenloft, vous savez déjà que j'ai apporté beaucoup de changements et que ça s'est déroulé tout à fait différemment. Il est possible de rallonger cette rencontre de façon significative qui donnera des indices aux joueurs sur qui est cette personne légendaire. Et s'ils sont connaisseurs de l'histoire de D&D, ils viendront à comprendre qui ils rencontrent avant même qu'ils disent son nom. La première chose à faire est lorsque les personnages font le sauvetage d'Arabelle ou Laxarovitch, dites à celui avec la plus haute perception passive qu'il voit un élégant grand élan blanc au bord de l'eau et qu'il s'éloigne dans la forêt. Les joueurs voudront d'abord ramener Arabelle au campement Vistani, mais sauront qu'il y a quelque chose ici et reviendront plus tard. Lorsqu'ils se rendent sur la berge nord du lac, ils pourront traquer l'animal qui se dirige vers le mont Baratok. Dans la montagne qui a un sol de roche, ils devront faire un jet de survie pour le suivre. Et plus ils montent, plus il commence à faire froid, et le sol se couvre de neige. En suivant la piste, ils finissent par rattraper l'élan qui se tient sur un monticule rocheux en pente glacée. Son apparence change pour celui d'un homme à la longue barbe noire striée de gris et des longs cheveux sales. Il se retourne et entre dans son manoir somptueux, laissant derrière lui un scintillement bleuté à peine visible d'une forme rectangulaire. Le mage les a invités inconsciemment à l'intérieur et des épreuves les attendent. La porte du manoir magique se trouve au haut d'une pente glacée. Sans outils d'escalade, ils devront réussir un jet d'acrobatie ou d'athlétique d'un degré de difficulté de 16. Avec l'aide d'outils, la difficulté est de 10. Si le jet est raté, le personnage prendra 3d6 de dégâts contondants alors qu'il glisse tout le long de la pente. Un personnage prenant le temps d'examiner la pente avec un jet de survie de 16 aura avantage sur son lancer alors qu'il pourra voir le meilleur chemin à emprunter. Une fois l'ascension complétée, ils peuvent entrer à l'intérieur et se retrouvent dans une salle circulaire avec 9 portes. L'une des portes est barricadée par des briques et un dessin de jeu de bonhomme pendu y est dessiné avec 12 lignes horizontales pour former le nom du mage. Si quelqu'un détruit les briques, derrière se trouve une porte au verrou impénétrable. Les 8 autres portes ont une lettre au-dessus de chacune. B, D, L, N, O, O, R et T. Chaque salle représente l'un des membres du Cercle des 8, un groupe légendaire de Howert dont fait partie Mordenkainen. Et dans chaque salle se trouve une énigme à résoudre. 8 énigmes fait beaucoup, mais étant donné qu'elles sont assez faciles à résoudre, ça devrait pas être ennuyant pour vos joueurs. Si vous craignez qu'ils n'apprécient pas de faire autant de casse-tête, au centre de la salle ronde, placez-y une tête parlante de vampire dans une cage sur un piano. Le piano joue tout seul pour l'ambiance, et la tête leur parle et leur donne des indices en échange d'un baiser, de sang ou d'une prestation au piano. C'est une manifestation d'un souvenir de vampire que Mordenkainen a détruit lors de son combat contre Strahd. La tête peut aussi être là pour s'enquérir de leur situation face au seigneur de Barrevie. Sont-ils ses alliés? Pourquoi ont-ils suivi le mage jusqu'ici? Les premiers indices que la tête donnera sera que les portes peuvent être faites dans n'importe quel ordre, mais celle barricadée en dernier. Que la porte, elle, est une vraie farce et que le maître des lieux n'a plus toute sa tête. À chaque fois que l'une des énigmes sera complétée, une ou deux lettres du nom de Mordenkainen apparaîtra sur le piano. La porte B représente Bigby. C'est une petite salle contenant uniquement une table ronde et une chaise. Face à la chaise se trouve une main géante translucide qui se place pour faire un duel de roche, papier, ciseaux. Chaque échec entraînera une gifle de la part de la main, causant 1 des 4 de dégâts de force. Il faut atteindre 3 succès pour que la lettre apparaisse. La porte D pour Dramage. Je le prononce sûrement pas bien. Au centre de cette salle se dresse en cercle 6 cristalles de couleurs différentes. Jaune, vert, bleu, mauve, rouge, orange. Et au centre se trouve un marteau avec une inscription qui indique «
briser le bleu. Il suffit au joueur de briser le bleu pour réussir. S'il brise une autre couleur, il se prend un des 4 de dégâts du type d'élément associé à la couleur. La porte L pour Léomond. La porte est verrouillée. Un joueur doit cogner et on lui répondra « Qui est là ?» Qu'importe la réponse, la voix répond ensuite la réponse donnée, suivie de « Qui ?» C'est une farce de toc-toc « Qui est là ?» Pour réussir, le joueur doit donc compléter la joke. Si sa réponse n'est pas une farce, il se prendra un des 4 de dommages de force. La porte N, Nistul. Sur une table est aligné 8 fioles contenant un liquide rouge et un papier qui indique que les apparences peuvent être trompeuses. Ce sont du poison, sauf une. Il y a un sort d'aura magique de Nistul sur les fioles qui fait paraître les fioles de poison comme la bonne réponse si une détection de magie est faite. Il faut rouler au hasard pour déterminer quelle potion est la bonne. Si le poison est choisi, il inflige un des 4 de dégâts de poison. La porte O, Otiluc. Une immense sphère de glace remplit le centre de la salle. Quand un personnage s'avance, la glace se transforme en eau, sauf le centre qui reste une sphère de glace. Et l'eau devient des tentacules. La sphère doit être déplacée pour toucher toute l'eau de la salle et la recongeler. Les tentacules attaquent tant qu'elles ne sont pas gelées. Elles ont un bonus de plus 4 à l'attaque et font un des 4 de dégâts contondants. La seconde porte O, Otto. Le sol est en damier et la lettre se trouve au centre. Une fois qu'on entre dans la salle, on est sous l'effet de la danse irrésistible d'Otto. Le joueur devra choisir s'il veut danser plus vite, normal ou lentement. Il commence son tour au coin de carré de 5 cases et spirale jusqu'au centre en dansant. Il doit réussir un jet de performance pour avancer. S'il va vite, c'est un degré de difficulté de 20, mais il avance de 8 cases. S'il va de vitesse normale, la difficulté est de 15 et il avance de 4 cases. S'il va lentement, la difficulté est de 10, mais il avance de 2 cases. S'il échoue le jet, il avance quand même, mais prend un des 4 de dégâts psychiques. La porte R, Rari. La salle est vide, mais quelqu'un y entrant entend un murmure. U, D, T, Q, C, S, S. Qu'est-ce qui vient après? La réponse est H pour 8. Chaque mauvaise réponse cause un des 4 de dégâts psychiques. La porte T, Tenseur. Il y a un gouffre au-dessus duquel flottent 10 plateformes. Tout au bout se trouve la lettre. Chaque 10 correspond à un autre, et chaque fois que quelqu'un saute sur un, il est transporté vers celui qui y est lié. Chaque tentative pour contourner le casse-tête téléporte le perso au début et il prend un des 4 de dégâts de force. Une fois les 8 énigmes complétées, il leur reste à placer toutes les lettres formant le nom de Mordenkainen dans le bon ordre sous le bonhomme pendu. Les briques disparaissent et la porte s'ouvre. La salle suivante représente l'esprit malade du mage. Tout est viré à l'envers, le plafond est au plancher et le plancher est au plafond. Un personnage sautant ou marchant sur les murs se retrouvera à l'envers, les pieds sur le plancher ou le mur. La gravité de cette pièce change selon la direction que l'on va. Au centre se trouve un pentagramme et une apparition de Strahd se manifeste dans un coup de tonnerre pour causer la frousse chez vos joueurs. Dès qu'un personnage interagit avec cette illusion, elle disparaît. Sur un mur se trouve un miroir fissuré. Dans celui-ci, un joueur y verra le combat entre Strahd et Mordenkainen, ainsi que le moment de la plus grande défaite du personnage qui regarde dedans. La fissure s'ouvre ensuite et les transporte tous dans un nouveau lieu. Cette fois, une plateforme circulaire flotte dans un espace infini de tempêtes et le mage se trouve devant eux. Il leur dit d'attendre et lance le sort d'arrêt de temps. Selon le nombre de tours qu'il a, il lancera le sort de peau de pierre, vision suprême et chien de garde. Il leur demandera ensuite s'ils sont des serviteurs du diable et ils devront le convaincre qu'ils n'en sont pas. En quel cas, il les attaque. Le mage ne se souvient de rien à cause de son sort d'esprit impénétrable, mais si l'un des joueurs mentionne son nom, il reprendra un peu ses esprits et avouera faire ce sort sur lui-même. Les personnages sauront alors qu'ils doivent attendre que la magie se termine pour discuter avec. Ils découvriront ensuite que le mage est malgré tout paranoïaque et toujours fou, bien que sa mémoire lui revienne. Pour avoir des réponses claires et précises, ils devront le soigner avec un sort de restauration supérieure. Vous trouverez dans la description du vidéo un lien vers un post Reddit en anglais qui décrit les énigmes. Ça complète cette capsule. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce pour ne rien manquer et nous aider à ce que YouTube partage notre contenu à plus d'auditeurs. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos expériences de campagne et aussi vos idées sur comment améliorer la rencontre du mage fou. Avez-vous changé son identité? Qui est-il devenu? Vos idées pourraient aider d'autres maîtres de jeu qui cherchent de l'inspiration. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous, partager vos expériences et avoir de l'aide de maîtres de jeu expérimentés. On a une section dédiée à la malédiction de Strahd.
Et je vous encourage aussi à rejoindre notre Patreon si vous voulez avoir un accès anticipé à tout ce que l'on fait et nous encourager. Vous y trouverez déjà les prochaines vidéos du guide et la prochaine capsule sera sur la tour de Van Richten. Retrouvez-nous sur Twitch si vous voulez assister à nos parties en direct. Un vendredi soir sur 2, nous faisons la malédiction de Strahd. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour être à l'affût de ce que nous faisons. Et vous pouvez nous encourager aussi en portant des t-shirts à notre effigie disponibles sur Redbubble. Tous les liens sont dans les descriptions de vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!